Jeanne Mouillard, 21 ans. Dans moins d'un mois, ce sera fait. Je me sens toute chose. Est-ce le début d'un monde, la fin d'un autre? Est-ce les deux à la fois? Il faisait froid. Raymond m'a prise dans ses bras. Puis, par surprise, il m'a embrassée, puis il m'a dit « Je vous aime, Jeanne. » Je lui ai tout promis. Le mariage, j'ai dit oui. Et puis, j'ai eu envie de pleurer. Je veux des enfants, j'en veux plein. Raymond m'embrasse dès qu'il peut et dès qu'on est seul. Il pose sa main là ou là, mais je sursaute à chaque fois et je la lui retire. 3 garçons, 3 filles, j'aimerais. Je veux quitter mon rôle de fille, je veux être mère. Mais pourquoi me faut-il un mari? Coco Tatin, né Oscur, 33 ans. Tout le monde le savait que Ferdinand et moi, avant la guerre, bon, quand Alice avait encore à peu près toute sa tête et que Bernard était encore en vie, j'aimais Bernard. Mais j'aimais aussi Ferdinand. Maintenant, ils disent que avec Maurice, l'ancien capitaine de Joseph, ils disent même que Paul et moi, bon, Paul, l'ex-fiancé de Georgine, le réfractaire disparu sous les décombres du cinéma. Olympia ne se gêne pas pour dire que ma fille ressemble à Ferdinand. Quant à cette vipère d'Augustine, elle crie partout que si Alice a perdu la boule en 41, c'est parce que Ferdinand et moi... Bon. Et aujourd'hui, elle a le toupet de dire que c'est à peine visible qu'il se fait des bons pas catholiques avec Lucien. La preuve qu'elle dit, on ne donne pas un nom d'homme à un chien. Elle dit que la pauvre Alice, dès qu'elle me voit, elle entre en transe. Que c'est une misère de l'avoir parlé toute la journée à ses souliers ou à son réveil matin. Tout ça parce que Ferdinand l'a trompée avec moi. Mais Ferdinand ne l'a pas trompée qu'avec moi. En partant, vers minuit, à l'insu de tout le monde, il a essayé de... Bon, et j'ai failli le laisser faire. Heureusement que bon, Bernard n'est plus là. Ce n'est plus pareil. Question de principe, de morale. Marie Tache, née Fétard, 62 ans. Moi, j'ai bien rigolé pendant la guerre. Moi, je rigole tout le temps. Moi, je suis une rigolote. Alors, les réunions comme celle-là où l'on s'amuse, moi, je n'en rate pas une. Maman, tu ne vas pas mettre une robe rouge? Ça, c'est pire. Alors qu'on vient d'enterrer papa. 3 mois, j'ai dit. 3 mois. Le deuil, mon petit, ne s'expose pas. J'ai pleuré, Edmond. Edmond, ça faisait 2 ans qu'il nous traînait sa tumeur. Il était si diminué à la fin. Il s'y était fait à ce qu'il nous quitte. C'est dur, bien sûr, c'est dur. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Ce n'est pas parce que j'ai du rouge, que j'ai bu des liqueurs et que Tartin m'a fait danser un je ne sais pas quoi américain que je manque à la mémoire d'Edmond. Pierrot. J'ai dit à Pierrot, les morts
on les pleure. On rit et puis on pleure. Moi, j'aime rire. Mais lui, j'ai 62 ans bientôt, je suis veuve depuis 3 mois. J'ai passé l'âge de vivre. Il faudrait que je vive en noir jusqu'à ma mort et que je me ratatine sous l'abat-jour au bout de la table à faire des patiences. Toi, tu as beau être jeune, tu n'as jamais rigolé. Bon, c'est vrai qu'avec ses poumons, quand il rit, il tousse. Mais ce n'est pas parce qu'on a eu un pneumothorax qu'il faut tirer une tête de carême. Surtout qu'on n'y est plus en carême. Moi, pendant la guerre, j'ai rigolé. Ce n'étaient pas les bombes, ni les chleux, ni toute cette tristesse-là qui allait m'empêcher de rigoler. Yvette Le Haron, 60 ans. Augustine Pau, 64 ans. Olympia Fétard, 65 ans. Bah Yvette, qu'est-ce qui vous arrive? Il t'est arrivé quelque chose? Elle est dans tous ses états. Yvette, On t'a volé quelque chose? pourquoi dis-tu ça, toi? Cette ivrogne, cette éponge, ce... Qui? Ferdinand? Tintin? Amédée? Mathurin? Qui? Ferdinand? Tintin? Qui? Germain? C'est Germain. C'est Germain? C'est Germain. Il m'a... Oh, c'est affreux, il m'a... Oh, c'est affreux. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il lui a oh, c'est affreux, il lui a oh, c'est affreux. Avec ça, on est avancé. Maréchal... Des horreurs, encore, sur mon sexe. Encore. Mais il a remis ça, cette vieille histoire, sur le tapis. Quelle vieille histoire? Maréchal, nous voilà. Yvette, enfin! Tout le monde sait bien que tu as été tondue par erreur. Et puis vous avez vu Yvette comme ça repousser de rue après? D'une certaine manière, vous aviez de mauvais cheveux. On sait que vous n'avez jamais collaboré, Georges et toi, Yvette. Ce n'est pas de ma faute s'il venait dans mon restaurant. Je ne pouvais pas fermer tout de même, laisser tout partir à volo, me ruiner tout de même. Bien sûr que oui. Et qu'on sait que Georges et toi, vous avez toujours été gaullistes. Depuis le début, Georges, mon Georges, à cause de ce petit merdeux de FFI. FFI? De dernière heure. Tout le monde sait bien que Georges en a rendu des services. Pour en rendre, il en a rendu. Tout ce que nous avions grâce aux Allemands, nous le redonnions dès que c'était possible. Bien sûr que oui. On sait que tout le monde ne pouvait pas en faire. De la résistance. Henriette Oscure, née Gloriette, 74 ans. Je l'ai vu lui faire de l'œil à la petite. Je sais qu'il est allé téléphoner à sa poule, devant nous, devant ma fille. Misère. Et le gamin, où est-il? Comme son père, une tête à gifle. Qu'a-t-on pu faire au bon Dieu pour qu'il nous punisse ainsi? Tout le monde porte sa croix sur cette terre. Et des épreuves, chacun en a eu plus que sa part. Mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Dieu a ses raisons, que je n'ai pas à chercher à connaître. Tous ces gens, à côté, qui ne sont jamais revenus. Ma fille est folle, mon gendre est un coureur de jupe, un menteur, un vaurien, un coq de basse-cour. Mais je ne me plaindrai pas. Non, non, je ne me plaindrai pas. Et voilà l'autre qui nous fait sa tête de sainte martyre depuis qu'elle est veuve et que son Bernard s'est fait décorer à titre après coup. Enfin,
Pauvre garçon, je ne souhaitais pas sa mort, mais Dieu du ciel, elle, est mon coureur de gendre. Enfin, Dieu a ses raisons, lui, qui ne sont pas les miennes, encore heureux. Monette est heureuse, Joseph est sérieux, trop sérieux, c'est Amédée qui trouve. Je dis, moi, on n'est jamais trop sérieux. Le Seigneur nous a fait à son image, et le Seigneur n'est pas comique. Quand je vois l'autre païen qui vient m'embrasser, « Bonjour, maman, va-t-il comme vous le souhaitez ?» Je fais comme s'il n'était pas ce que je sais qu'il est. Que puis-je faire d'autre? Ce sang Dieu a libéré la France avec de l'âtre. Il offense Jésus-Christ, l'Église et ma fille. Mais il a libéré la France. Que voulez-vous redire à ça? Au jour meilleur. Ouais! À la jeunesse! Profitez-en, bon Dieu! Ouais! À tous ceux qui n'ont rien fait de leur vie, comme moi. Ouais! À tous ceux qui sont venus avant nous, puis qui sont repartis. Ouais! Voilà. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Et se dresser seule en face du monde. Seule en face de Créon, son oncle, qui est le roi. Elle pense qu'elle va mourir.
qu'elle est jeune et qu'elle aussi aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et elle va devoir jouer son rôle jusqu'au bout. Elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur, Ismène, qui bavarde et rit avec un jeune homme, Aimon. De nous tous, qui sommes là, à la regarder tranquillement, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs qui médite, c'est Créon, c'est le roi. Il a des rides. Il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Alors il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Quelquefois, le soir, il est fatigué. Et il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Si cela n'est pas un office sordide, qu'on doit laisser à d'autres plus frustes. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre. Et il se lève, tranquille, comme un ouvrier au seuil de sa journée. Enfin, l'homme rougeau qui tient son carnet, c'est le policier. Ce n'est pas un mauvais bougre, il a une ex-femme, des enfants, des petits ennuis, Comme tout le monde. mais il vous empoignera les accusés, le plus tranquillement du monde tout à l'heure. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Les deux frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles. Mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. J'arrive chez Ismène. Avant que je frappe, elle ouvre. C'était toi? Oui, Tu as osé? j'ai déchiré l'édit, je l'ai brûlé. Tu l'as fait, tu l'as fait. Nous l'avons fait, car tout ce temps je pensais à toi. Je ne voulais qu'une chose, te voir, te parler, enterrer à nous deux, Polynice. Créon nous a trompés, pire. Il a trompé son fils. Il a pris le corps de Polynice au vautour. Quelle infamie. Si Éthéocle savait. Vengeance. Je la serre dans mes bras. J'essuie l'écume de ses lèvres, les larmes de ses yeux, comme je faisais lorsqu'elle était une petite fille que l'injustice révoltait. Je la calme, je la console, je l'apaise.
Je ne veux pas la vengeance. Je ne veux pas renverser Créon, que les hommes qui l'ont choisi se débrouillent comme ils pourront avec lui. Nous les femmes, les sœurs, nous devons seulement enterrer Polynice et dire non, totalement non à Créon. Il est le roi des Thébains vivants, il n'est pas celui des morts. Créon ne le supportera pas. Il ne pensera qu'à la vengeance. Il te tuera. Alors il devra me tuer aussi. Mais Aimon sera avec nous. Il va revenir. Il faut tenir jusque-là. Tenir 2 jours. Il ne s'agit pas de tenir, Ismène. Demain, le corps de Polynice exposé au soleil pourrira. C'est commencé déjà. Les bêtes et les vautours le dévorent. Penser à cela. Nous ne pouvons pas attendre. Il faut tout préparer cette nuit et agir à l'aube. Toi, oui, toi qui tiens les yeux baissés vers la terre, avoues-tu ou nies-tu avoir fait ce dont on t'accuse? Oui, j'avoue l'avoir fait, et ne prétends pas le nier. Réponds brièvement en peu de mots. Connaissais-tu la défense que j'ai fait proclamer? Je la connaissais. Pouvais-je ne pas la connaître? Elle était assez publique. Et pourtant tu osais enfreindre ces lois? Je ne pensais pas que les décrets d'un mortel comme toi eussent assez de force pour prévaloir sur les lois non écrites, œuvre immuable des dieux. Celles-ci ne sont ni d'aujourd'hui ni d'hier. Toujours vivantes, nul ne sait leur origine. Devais-je, les oubliant par crainte des menaces d'un homme, encourir la vengeance des dieux? Je savais qu'il me faudrait mourir. Ne le devais-je pas, même sans ton décret? Si j'avance l'instant de ma mort, j'y trouve un précieux avantage. Pour quiconque a vécu comme moi dans le malheur, comment ne serait-elle pas un bienfait? Pour moi donc, ce trépas n'a rien de douloureux. Et si j'avais laissé sans sépulture le fils de ma mère, c'est alors que je serais malheureuse. Quant à mon sort présent, il ne m'attriste en rien. Pour toi, si ma conduite te paraît insensée, je pourrais dire que c'est un fou qui m'accuse de démence. Elle savait qu'elle m'outrageait en violant les lois proclamées. Mais après avoir commis son crime, elle ajoute pour second outrage d'en tirer vanité et d'en rire. Qu'elle soit fille de ma sœur ou qu'elle soit encore plus rapprochée de moi, que par tous les liens du sang, elle n'échappera pas à la mort la plus honteuse. Je suis ta captive. Veux-tu de moi plus que la vie? Rien de plus. Cela me suffit. Que tardes-tu donc? Tout comme dans tes discours, rien ne me plaît et ne me plaira jamais, je l'espère. Ainsi les miens te sont également désagréables. Cependant, quelle gloire plus belle pouvais-je acquérir que de donner la sépulture à mon frère? Chacun ici applaudirait à mes paroles, si la crainte ne leur fermait pas la bouche. Mais entre autres heureux privilèges, la tyrannie a encore celui de pouvoir faire et dire ce qui lui plaît. De tous les Thébains ici présents, tu es la seule à voir de telles choses. Ils les voient bien aussi, mais leur bouche te flatte. Pourquoi donc rendre à Polynice un honneur impie pour son frère, son ennemi? Il est mort. Non pas son esclave, mais son frère. Mais l'un ravageait sa patrie, l'autre combattait pour elle. Pluton impose des lois égales pour tous. Mais l'homme de bien et le méchant ne doivent pas obtenir un égal traitement. Qui sait si aux enfers de telles maximes sont irréprochables? Certes, jamais un ennemi, même après sa mort, ne devient un ami. La nature m'a faite pour partager l'amour, et non la haine. Si tu veux aimer, va donc aimer chez les morts.
il existe un équilibre très délicat entre les droits civils et l'ordre civil. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez, nous sommes à New York, le cœur de la démocratie, et tous les yeux sont braqués sur nous. Et que voyez-vous d'essentiel dans la démocratie? Que voyez-vous, vous? Tout le monde a les mêmes droits et les mêmes responsabilités. Les règlements sont les mêmes pour moi, pour mon ex-femme et pour vous. Vous savez, ma mère est morte. Écoutez, Antigone, c'est ça? Je travaille en ce moment. Mais quand elle est venue à mourir, je me trouvais à ses côtés. Je lui tenais la main. Très bien de votre part. Savez-vous ce qu'elle a dit avant de mourir? Quoi? Rien. Allez, circule. Mais attendez. Attendez. Elle aurait pu dire quelque chose que j'aurais été la seule à comprendre. Voilà pourquoi il faut rester à côté de quelqu'un quand il est en train de mourir. Il pourrait dire une chose la plus importante de sa vie. Tu as raison. On ne sait jamais. Je ne partirai pas d'ici tant que je ne saurai pas s'il a parlé avant de mourir. Polly, mon Polly, celui que vos gars ont emmené d'ici ce matin. Parce que vous savez, il aurait pu en dire des choses à mon sujet. Parce que vous voyez, il m'aimait. Le blanc avec une barbe? Celui que mes gars ont emmené ce matin? Oui. Ils m'ont trouvé déjà crevé. Et maintenant fiche au camp d'ici. Bon. Où en étais-je là? Ah oui. La démocratie. Par exemple, madame, si vous vous couchiez dans un des bâtiments publics de notre port et que vous vous mettiez à fumer, la police entrerait en action. Nous avons étudié la question. Nous commençons par la procédure numéro 1. Celle-ci consiste à diffuser l'information. Je viens vers vous et vous dis: Madame, vous enfreignez le règlement en restant couché par terre et en fumant. S'il vous plaît, relevez-vous et éteignez votre cigarette. Vous vous exécutez, je vous souris et vous salue. Merci de votre coopération et bonne journée. Ou soirée, c'est selon. Et voilà, c'est selon. Mais si vous, madame, lancez « Je t'emmerde, Trouduc !» alors, je serai obligé de passer à la procédure numéro 2. La procédure numéro 2, madame, signifie que vous avez un avertissement. Ne souriez pas, monsieur. La procédure numéro 2, d'accord? Donc, nous avons un avertissement. Je dis, madame, si vous persistez à rester couché et à fumer, vous serez cité à comparaître. À présent, vous avez une nouvelle chance de rattraper votre acte. Mais, si vous répondez « Va te faire voir un pied de ta mère !» ou « Vous, madame, ta convocation, tu peux te la foutre au cul, espèce d'enculé de dive de fils de pute de flic !» alors, vous serez forcé de passer à la procédure numéro 3. La procédure numéro 3 signifie que nous prenons des mesures. La procédure numéro 3 exige un haut degré de sensibilité de la part du fonctionnaire chargé de l'application des lois. Le facteur
de plus important de la procédure numéro 3 consiste à attenter à votre dignité humaine avec le moins de violence possible. Dans votre cas, madame, par exemple, dois-je simplement vous passer les menottes ou vous tordre les bras derrière le dos? Dois-je vous attraper par la tête, vous traîner, vous embarquer? Ai-je besoin d'un autre agent pour m'aider? L'usage d'une matraque nous semble-t-il nécessaire? Bien des facteurs entrent dans mes décisions. Est-ce que vous me semblez saoule, droguée, enceinte ou morte? Est-ce que vous possédez une caméra vidéo? Bien, ce sera tout. Faut que j'y aille. À plus tard. Lors d'une rafle de police, sans bavure, comme celle qui a eu lieu la semaine dernière au Tompkins Square, nous avons décidé d'abandonner la procédure 1 et la procédure 2 pour passer directement à la 3 pour nettoyer le parc. On entendait de nombreuses rumeurs à propos d'un SDF qui serait soi-disant enterré là. Fausse alerte. Il s'est avéré que la source du ragot provenait d'Antigone, la portoricaine fêlée qui vivait là. Cette femme essayait encore de rentrer dans le parc, même après qu'on ait installé des clôtures de 3,50 m de haut. 3,50 m. Une enragée. Finalement, elle s'est pendue à la grille d'entrée. Bon, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il y a des gens qu'on ne peut pas aider.
3 billets, s'il vous plaît. Exposition permanente ou temporaire? Modigliani. Exposition temporaire. Un adulte et des enfants? Vous n'avez pas tout le temps? Pardon? Modigliani, vous n'avez pas tout le temps? Non, l'exposition se termine le 4 novembre. C'est pas risqué pour des enfants? Modigliani? Oui, un peintre temporaire. C'est un très grand artiste. Peut-être, mais c'est la première fois qu'ils vont au musée. J'aimerais autant leur montrer quelqu'un de stable. Modigliani est un peintre très important, madame. Je n'en doute pas, mais je préfère qu'il commence sur une base solide. Un peintre qui reste au musée toute l'année, un emploi fixe qui les tranquillise. Vous savez, à 5 et 7 ans, on comprend tout. L'exposition est magnifique. Oui, mais vous ne le gardez pas. Ce n'est pas un très bon exemple pour des enfants. Un artiste qui est renvoyé du musée dans une semaine. Vous connaissez... Eh bien, visitez l'exposition permanente. Vous avez qui en permanent? Oh, beaucoup de monde. Poussin, Watteau, Renoir, Delacroix. C'est peut-être plus sûr, non? Comme vous voudrez. Ça fera 15 €. Je peux vous demander pourquoi vous virez Modigliani? C'est une question de place. Madame, je peux vous demander? Vous ne pensez pas que vous auriez pu dégraisser chez les vieux? Watteau, franchement, il a fait son temps, Watteau, franchement. Madame. Et Renoir? Il n'y en a pas plus marre de Renoir? Les musées, les boîtes de chocolat, les calendriers, ça suffit pas? Quand c'est pas lui, c'est Monet. Il n'y a pas que sur Terre, faudrait qu'il se le mette dans le crâne. Ça continue derrière et ça sert à rien de faire bouchon aux jeunes. Madame, je peux vous demander de payer, s'il vous plaît. Beaucoup de gens attendent. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Que je suis temporaire à la caisse et que vous êtes permanent, c'est ça? 15 €. Ce n'est pas en traitant les visiteurs comme vous traitez Modigliani que vous donnerez à la jeunesse le goût de la peinture. Venez mes chéris, on s'en va. Wow. Wow. Eh. S'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît. Mon nom est Michel Mosque. Je suis la conservatrice de ce musée. Nous venons, encore une fois, de trouver une plante verte abandonnée ou volontairement oubliée dans l'une de nos salles. Je voulais vous prévenir que, désormais, toute plante verte, quelle qu'elle soit, sera détruite dans un délai n'excédant pas 5 minutes après sa découverte, si son propriétaire ne vient pas la récupérer et la jeter dehors immédiatement. Il y a péril pour nous, nous qui avons rêvé et inventé un monde meilleur pour nos enfants, que la tourbe, les tempêtes et l'humidité qui viennent d'esquinter de Jéricho. Nous ne nous laisserons pas empoisonner par la nature. Et pour ceux qui ne pourraient vraiment pas s'en passer, je signale que nous avons un étage entier consacré aux paysages et autres marines, qui, croyez-moi, a donné à la nature le talent qu'elle n'a jamais eu. C'est nous qui l'avons rendu regardable. Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Corot les ait peints? Non! Simplement des protubérances chlorophylliennes, tout juste bonnes à faire du feu. Je vous laisse avec l'artifice. Souhaitons qu'il survive. Je vous remercie.
C'est haut quand même. 4e étage. Les impressionnistes dans un musée, c'est toujours un peu la récompense. Ça se mérite. À moi, ils sont encore plus hauts, je monte. Sans problème. Pourquoi il y a un 5e étage? Je te jurais que non. Moi, de toute façon, je peux pas tenir toute la journée. Il faut déjeuner à un moment. À moi, un musée qui n'a pas d'impressionniste, j'entre pas. Ah non. C'est comme l'année dernière dans le Périgord. Un château fort sans donjon. Quand il n'y a pas le mieux, je visite pas. Dans n'importe quel tableau, vous pouvez vous asseoir. On est en France, c'est-à-dire à la maison. C'est tout à fait vrai. Elle m'avait manqué depuis 3 étages. Elle m'avait manqué la France. Moi, on ne me le demandera jamais. Mais si un jour on me le demandait, je répondrais, pour moi, c'est le grand art. Et c'est le grand art parce que dans l'impressionnisme, on reconnaît tout et en même temps, c'est pas pareil. Tout à fait vrai. Alors que avant, Léonard de Vinci par exemple, on reconnaît tout aussi, mais c'est pareil. La Joconde, elle était pareille que sur le tableau. Dans la vie? Trait pour trait. À quoi ça sert de la peindre alors? Je vous le demande. Moi, de toute façon, je le hais, Léonard de Vinci. Depuis toujours, je n'ai jamais pu me le supporter. Attention, il n'était pas le seul à copier au millimètre près. Peut-être, mais lui, il m'horripile par-dessus tout. Ce côté, j'invente le tank et le parachute avant tout le monde. Et d'un côté, je peins la Vierge au rocher, de l'autre, j'écris mes manuscrits à l'envers, et le lundi, je dissèque un cheval, et le mercredi, je vous donne un cours d'anatomie, et j'ai une grande barbe blanche. C'est vrai que ça énerve au bout d'un moment. Mais, sans compter, François Ier, Un grand roi de France. qui l'invite, qui le reçoit. Monsieur se croit chez lui, s'invite des années. Bref, le mois dernier, je prends 2 jours de vacances, plus un week-end. Ça fait 4 jours en tout. Pas 1 heure de plus. Je dis à mon mari, c'est trop tôt, n'allons pas au ski. Surtout avec mon genou qui est coussé-coussa. Bon, on décide d'aller sur du plat, en Touraine. La douce France. Bravo. À Blois, un hôtel sympathique. Chambre 22, poutre, il y a colonnade. Et la patronne, toute fière, qui me dit, vous savez qui a dormi ici? Léonard de Vinci. Il a tué, non? Non, mais ça a de quoi vous rendre méchant. C'est pas un impressionniste qui vous aurait ennuyé comme ça. Heureusement, aujourd'hui, il existe des artistes qui ont conscience de ce que représentent quelques jours de vacances pour une coiffeuse qui a un salon de coiffure ouvert 7 jours sur 7. 7 jours sur 7? Bon, on est obligé avec la mondialisation. Il n'y a pas un Italien parmi nous. Ça compte. Tous français. C'est de plus en plus beau. Je ne sais pas comment ils font, plus on marche, plus c'est beau. Non, Henri? Ça va, Henri? Ça va? Moi, je passe un moment idyllique. Pas toi? Ça va? Et les couleurs, je n'en reviens pas de ce qu'elles sont multiples. Je crois qu'il y a toutes les couleurs inimaginables. Tu as remarqué? Ça va? Et la chance, c'est le soleil, alors qu'il pleuvait quand on est arrivé. Pour moi, musée plus soleil égale rêve. Carole, Oui? est-ce que tu pourrais arrêter d'être en joie? Moi? Arrêter d'être joyeuse, joyeuse! Pardon? Oui, ça me gâche tout! Que je sois contente? C'est pas que tu sois contente qui me gâche tout, c'est le fait que tu sois contente tout le temps! Mais, Henri... Depuis 6 heures ce matin, tu es contente, Carole! Tu étais contente que le réveil sonne, tu étais contente de prendre le car, tu étais contente de l'arrêt pipi sur l'autoroute. Ça fait 25 ans que tu es contente, Carole! C'est beaucoup! Henri... Et dans les musées, ça augmente! Si l'art te multiplie l'euphorie, Carole! Même la porcelaine allemande au 3e étage, ça t'a réjoui! Les assiettes marron avec les têtes de sanglier! Les soupières en forme de bottes! Et les casques à pointe en salière!
un grand plaisir. Que tu oses être toi-même de devant de très grands artistes, je trouve ça même formidable. J'en peux plus. Henri, tu vas aux toilettes? Tu vas voir comme elles sont jolies, les toilettes dans ce musée. José! José! Tu ne veux pas qu'on s'asseye un instant? José, c'est pour toi. Moi, ça me va très bien de marcher à côté de mon fils. En lui parlant, c'était simplement pour que tu puisses m'écouter plus. Mais, tu sais, mon chéri, si tu préfères marcher, moi, ça ne me gêne pas. Et puis, tu as peut-être raison. En mouvement, on est sûrement plus attentif. Car on a toujours peur que quelque chose nous échappe chez l'autre. Maman! Donc, je te le répète en marchant, mon chéri. La seule explication, c'est moi. La seule explication, c'est ta mère, José, ta maman. C'est moi qui t'ai terrorisée. Mais, sans le vouloir, tu t'en doutes bien, mon cœur. Mais terrorisée, dévorée, adorée. Et depuis ta naissance, José, sans une seconde d'interruption, j'aurais pu manger ton caca et boire ton pipi. Et c'est pour ça, c'est prouvé aujourd'hui. À cause de moi, tu es devenue... Tu sais... Mais heureusement, on a trouvé l'explication. Alors ce n'est pas grave, mon chéri. Car quand on comprend, on peut tout remettre à l'endroit. Maman! Et ton père l'a très bien compris aussi. C'est vrai qu'il a été très choqué quand, il y a 2 mois, tu as eu le courage. Parce que moi, j'ai toujours considéré ça comme du courage. Quand tu as eu le courage de venir nous annoncer que tu voulais vivre avec Tom parce que tu l'aimais. Je ne te l'ai pas dit, mais il a vomi, papa. Oui, il a vomi. Et puis, dès qu'il a compris que c'était de ma faute, il s'est dit, tout n'est pas perdu. Oui, papa lui-même s'est dit, je garde espoir. Maman! Et il a raison de rester confiant, ton père. Parce qu'il sait comme moi que tu es un artiste. Tu sais, j'ai gardé tous tes dessins. Tous! Le premier, tu avais 6 mois. Rouge, bleu, avec le grand trait noir au milieu. Un artiste, mon chéri, c'est-à-dire quelqu'un de fragile, mais aussi de très intelligent, et qui a aujourd'hui l'explication à de tous les éléments pour remettre la nature qui s'est mise à l'envers à cause de moi. Maman! Qui a tout pour redevenir normal. Un vrai gars qui va nous faire un jour ou l'autre un beau petit-fils, un petit José. Donc ne t'inquiète pas, je m'occuperai fort, mon chéri. Allez, viens, on s'embrasse. C'est fini tout ça. Un mauvais souvenir au fond. Excuse-moi, José. Excuse-moi, mon petit chou, de t'avoir tant aimé, de t'avoir adoré. Allez, viens. Je sais que tu peux embrasser une femme. Allez. Viens. Prends-moi que tu es un homme en vrai. Embrasse-moi. Ah! Voici dans la salle 4 où un artiste pratique le family art, performance basée sur l'assouvissement réflexe à un désir, réponse immédiate à un ressentiment. Mais là, il est en train de On la... va le laisser finir si vous voulez bien. Voilà. Excusez-moi,
Vous êtes dans un musée, donc forcément il y a des visiteurs. Je vous en prie, je suis au courant. Ces personnes peuvent vous poser quelques questions? Bien sûr. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée puis pas très présentable. Oh, mais tout le monde sait ce que c'est un artiste. Allez-y, madame. Tout d'abord, bravo. C'est très impressionnant. Très bouleversant même. Merci. Et cette femme que vous venez De tuer? Enfin, j'espère. c'est quelqu'un que vous connaissez? Très bien, c'est ma mère. L'original? Je veux dire, la vraie? Oui, c'est Andrea Martal, née à Tours, en 1942, qui m'a mise au monde le 2 juillet 1978, à Antony, dans les Hauts-de-Seine, où elle tenait une tenturerie pressing. C'est quand même une œuvre que vous portez en vous depuis plus de 30 ans. Non, c'est plus récent. J'ai commencé à détester ma mère vers l'âge de 10-11 ans. Mais à vide, je n'en faisais rien. J'étais juste terrorisée. C'est plus tard, aux Beaux-Arts, quand j'ai rencontré Tom, que j'ai commencé à envisager maman artistiquement. Je ne glandais rien, je savais à peine tenir un fusain. Et puis un jour, Tom m'a dit « José, tu te rends compte de la chance que tu as? Tu as vu le monstre, l'ouragan, la surchieuse qui est là que pour toi et qui ne veut que toi. Elle est là, ton œuvre. Comme Louis Pasteur. S'il n'avait pas rencontré la rage, il serait resté un petit pharmacien, Louis Pasteur. Eh bien, toi, José, tu as ta mère. Et crois-moi, elle est encore pire que la rage. Alors vas-y, bosse. Ça a été le déclic, le vrai début. Les gens qui suivent mon travail sur ma mère depuis longtemps savaient bien qu'un jour ou l'autre, j'allais le terminer. Surtout depuis que je vis avec Tom. Tom a redonné à maman une grande force. Je dirais même un grand talent. Et ça n'a pas échappé à Madame Mosque. Et il y a un mois, elle m'a soufflé. Si un jour tu arrives au bout, je la réserve pour ici. Ce qui, bien sûr, m'a fait très plaisir. Je ne pouvais pas imaginer maman si vite dans un musée. La chance surtout, c'est que vous l'ayez terminée à l'endroit où elle doit être exposée. Ça évite le transport. Mais vous n'avez pas peur d'aller en prison? Qu'est-ce que tu veux dire, Christine, par en prison? Je sais pas, quand tu tues quelqu'un, c'est quand même un crime, non? C'est l'opposé. C'est une création, ce n'est pas quelqu'un qui disparaît, c'est quelqu'un qui apparaît. C'est l'envers, exactement, l'envers du crime. Moi, j'aurais adoré avoir votre talent. Parce que quand j'étais enfant, je voulais que ma mère ne meure jamais. C'est ce que vous avez réussi. Votre maman est sans doute là pour des siècles. Puis là, c'est votre maman à vous. C'est vous qui l'avez faite. Chacun son tour. Il y a crime et crime. Il ne faut pas tout confondre. C'est vrai que tu confonds souvent, Christine. C'est un peu ton défaut. J'aimerais qu'elle conserve ses larmes dans ses yeux, ses mains en forme de tenaille, ses pieds, on s'en fout, et qu'elle garde tout l'amour qui la ballonne.